Donc elle a dit surtout, vous ne sortez pas de la voiture tant que je ne suis pas là pour vous accueillir. Et à un moment donné, il s'échappe. Et je vois un chien qui sort de la maison. Ah, donc la grande frayeur. La vie est faite de rencontres, parfois insolites, souvent imprévues. Certaines laissent présager le pire, mais finissent par révéler un destin inattendu, voire lumineux. C'est justement une de ces rencontres hors du commun qu'a vécue Anne-Carine, aujourd'hui directrice du service départemental de la SAFER dans le Puy-de-Dôme, à une époque où elle exerçait comme conseillère foncière. Dans ce 3e épisode de Terrain d'entente, nous revenons sur une histoire singulière portée par la SAFER. Une histoire de territoire, de transmission, mais surtout une histoire profondément humaine. Tout commence avec une maison à vendre et un chien. Un chien qui, disons-le, n'inspirait pas vraiment la confiance. Et pourtant, cette rencontre va tout changer. Bonjour Anne-Carine. Bonjour. Merci d'avoir accepté de me rencontrer aujourd'hui pour ce 3e épisode. Et votre histoire m'a intriguée, il faut le dire. Elle se passe au cœur du Puy-de-Dôme. C'est une histoire d'héritage, d'une exploitation agricole et de maison d'habitation, mais aussi d'un chien. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Oui, alors tout a commencé, donc j'étais conseiller foncier sur le secteur à l'époque et j'ai reçu un appel d'une dame qui venait d'hériter d'une propriété, ses parents étaient décédés. Elle était déjà âgée, elle habitait à Nice, son frère héritait avec elle et lui habitait dans la région Grand Est, il était aussi très loin du Puy-de-Dôme. Et donc, elle avait pris conseil auprès de son notaire et son notaire l'a très bien conseillé et l'a envoyé vers la SAFER. Et parce qu'il ne voulait pas du tout l'investir Chacun avait sa vie. Elle était retraitée à Nice avec son mari et son chien. On verra plus tard. Et son frère avait sa vie aussi professionnelle dans l'Est. Aucun des deux n'était agriculteur. Tous deux étaient déjà... une à la retraite, le jeune frère avait 55 ans, quelque chose comme ça. Donc, aucun des deux ne voulait reprendre. Et puis, cette propriété, donc, ils voulaient la vendre. Ils ne pouvaient pas la conserver. Elle nécessitait aussi des travaux. Donc, ils m'ont demandé de pouvoir convenir d'un rendez-vous pour aller la visiter sur place. Il y avait des terrains aussi autour, un autre agriculteur. Est-ce qu'il y avait que le bâti ou pas ? Ah non, il y avait, oui, comme je disais, 36 hectares environ, les bâtiments au milieu. Les terrains étaient prêtés à un agriculteur d'à côté. Donc prêté, sans loyer, sans loyer. Il y avait juste un commodat, ça s'appelle, un prêt à usage qui était écrit. Donc les gens avaient fait les choses correctement. Les choses étaient très claires. L'agriculteur voisin utilisait les biens, mais sans aucune redevance. Donc il n'y avait pas de statut du fermage qui s'appliquait. Mais ces terrains-là étaient aussi à vendre du coup dans le lot. Exactement, tout était à vendre. L'agriculteur qui les exploitait du coup sans aucune redevance n'était pas intéressé pour les acheter. Il ne voulait pas se charger non plus par les bâtiments, l'achat des bâtiments. Donc, il était d'accord pour laisser les lieux. Et donc, nous avons convenu d'un rendez-vous sur place. Mais par contre, pourquoi la SAFER et pas une autre agence lambda ? Pourquoi la SAFER ? La SAFER, ce n'est pas une agence lambda. Notre métier, c'est effectivement de travailler sur la transmission des propriétés agricoles, notamment, parmi tant d'autres biens dans le milieu rural. Et d'essayer de trouver justement des projets qui rentrent en adéquation avec la nature de ces biens. Il s'agissait ici d'une propriété à vocation agricole, avec tout le corps de ferme nécessaire, avec les terrains qui étaient nécessaires à l'exploitation agricole. Donc naturellement, le notaire, il savait de toute façon qu'on allait être notifié si de toute façon on n'intervenait pas en amont. Il a préféré tout de suite orienter cette personne vers nous pour qu'on puisse faire l'expertise et puis trouver le meilleur candidat pour la reprise de ce bien. Donc un notaire avisé. Un notaire avisé, un très bon notaire. Donc vous décidez de vous rendre sur place, du coup, pour cet état des lieux. Mais il y a une petite mise en garde quand même avant par la propriétaire des lieux. On convient donc d'un rendez-vous, elle pouvait se libérer, son frère aussi, tous deux venaient de loin. Et elle me dit, attention, par contre, vous attendez qu'on vienne vous chercher, parce que sur la propriété, il y a un gros chien qui garde les bâtiments. Mes parents avaient mis ça en place parce qu'ils étaient très âgés, ils ne se sentaient pas forcément tout le temps en sécurité dans la propriété qui était un peu isolée. Et donc ce chien était resté dans les lieux. L'agriculteur qui entretenait les terrains apportait à manger au chien, donc le chien le tolérait, mais il ne tolérait personne d'autre que ses maîtres. Donc elle a dit surtout, vous ne sortez pas de la voiture tant que je ne suis pas là pour vous accueillir. Bon.
pas de problème. Enfin, pas de problème, c'est un peu effrayant quand même. Alors, quand on est conseiller foncier, on est un peu accoutumé à ce genre de difficultés. Et effectivement, quand on nous met en garde, on sait qu'il faut... On entend la mise en garde. Voilà, on l'entend, mais c'est pas rare. Et du coup, comment les choses se sont passées? Donc, j'arrive, donc je suis le chemin, un très long chemin. La boîte aux lettres était à l'entrée, et puis je vais jusqu'au bâtiment. Et puis, je me gare et j'attends qu'on vienne m'ouvrir, puisque elle m'avait entendu arriver de loin. Et je vois un chien qui sort de la maison. Mais là, je me dis, la mise en garde était peut-être un petit peu forte, parce que je vois un tout petit chien qui arrive vers moi, un petit bichon blanc adorable, qui vient sauter après la portière. Donc rien d'effrayant. Rien d'effrayant. Et donc je m'apprête à sortir, parce que là, j'avais vraiment pas peur. Quand arrive un deuxième chien, alors là, pas du tout le même, et qui aboie et qui arrive un peu hostile et menaçant. Un style patou des Pyrénées, donc, qui était là vraiment pour garder la maison. Donc là, j'ai compris la mise en garde de la dame et j'ai bien attendu qu'elle arrive et qu'elle rattrape le molosse. Du coup, elle le rattrape, vous faites la visite, oui, j'imagine. Et du coup, comment après les choses? Parce que si vous avez la mise en garde, il y a effectivement ce risque que le chien. Comment ça se passe pour les visites? Comment ça se... Donc là, en l'occurrence, là, j'étais seule. On a fait notre tour et j'ai pu visiter, faire l'expertise, l'estimation de la propriété. L'étape d'après, finalement, c'est de négocier avec les propriétaires, puisqu'il y avait elle et son frère, de s'entendre sur le prix du bien, de la mise en vente. Et effectivement... Ensuite, après la publication légale, d'aller faire les visites avec les différents candidats potentiels. Donc, elle m'a bien dit, de toute façon, il faudra que nous soyons là, puisque vous ne pourrez pas faire visiter la propriété si vous êtes seul et qu'il y a le chien, puisque il y a quand même un gros risque qu'il vous dévore. Donc, voilà, on a pu convenir effectivement qu'elle revienne ensuite sur place le jour des visites. Donc vous avez réussi à coupler toutes les visites, j'imagine. Il a fallu, oui, parce que tous les deux venaient de très loin. Et donc, après la publication légale, on avait 3 candidats qui se sont manifestés, qui voulaient visiter. On a rappelé donc les propriétaires. On a groupé les visites sur une seule et même journée. Et donc, ils étaient là pour qu'on puisse aller partout et enfermer le chien dans différents endroits pour qu'il puisse nous laisser tranquilles pour les différentes visites. Donc, quels étaient les profils de ces 3 candidats, si on peut dire? Oui, alors, donc, sur les 3 candidats qui avaient, suite aux visites, suite à l'appel à la candidature, 3 ont voulu visiter. Il y en avait un, c'était un projet... plutôt résidentiel, avec un peu un projet qui était limite un peu du loisir. Donc c'était un peu dommage. Il n'avait pas forcément besoin de toute la surface, même s'il nous disait qu'il en aurait bien envie quand même. Bien sûr. On avait un deuxième profil d'une personne qui avait la cinquantaine, un projet de reconversion professionnelle avec une petite partie élevage, mais pas forcément élevage bovin, alors que la propriété était plutôt destinée à ça, était plus configurée pour faire ça. Un projet diversification avec du maraîchage, mais c'est quelqu'un qui n'avait pas forcément une grande expérience, qui se lançait là-dedans, mais voilà, l'étude économique n'était pas non plus très probante. Et le troisième était un éleveur qui n'était pas très loin d'ici, donc qui avait déjà un siège d'exploitation, qui avait une structure qui était intéressante mais un peu morcelée, et qui avait des parcelles qui étaient proches de celles qui étaient vendues là, et qui faisait de l'élevage bovin avec de la vente, de transformation et vente directe, et par un magasin local également. Donc voilà, quelqu'un d'un peu plus inséré dans le territoire. Et qui était connu aussi du territoire. Et qui était connu du territoire, effectivement. Donc du coup, arrive le jour de la visite, donc le chien... On va peut-être appeler Kaiser, je ne sais pas pourquoi Kaiser, mais on va l'appeler comme ça. Ça lui va bien. était enfermé, en fait, du coup. Alors, effectivement, au tout début, il était enfermé. À un moment donné, il a fallu aller visiter cette partie-là de l'exploitation. La propriétaire, donc, attrape le chien pour le changer de pièce et le mettre dans le garage qu'on venait déjà de visiter. Et à un moment donné, il s'échappe. Ah, donc la grande frayeur. Un petit peu quand même, parce que voilà, les gens savaient que ce chien-là, qui aboyait derrière la porte, et on sentait que c'était un gros molosse, et qui s'échappe, donc il n'était pas très rassuré. Et puis finalement, ce chien va directement vers l'un des candidats et
lui lèche les mains et lui fait la fête. Et moi, je me dis, bah tiens, ça c'est original. Ils se connaissaient ou pas du tout, ils s'étaient jamais vus. Mais D'accord. spontanément, le chien est allé vers un des candidats. Bon, c'était rigolo. La dame a fini par rattraper le chien et par l'enfermer. Mais il y avait un candidat qui avait un peu la préférence du chien. On aurait pu le penser, en tout cas. Donc le chien, on va dire, avait choisi son nouveau propriétaire. En tout cas, il a essayé d'influencer les choses. On va dire ça comme ça. Et lui, il n'était pas à vendre. Non. Il n'était pas avec la propriété. Enfin voilà. Et si je me trompe pas, les ventes à la SAFER, elles suivent un processus un peu particulier quand même. Oui. Donc en fait, quand on fait une vente, quand on propose un bien à la vente, il y a une publication légale qui est faite, donc 15 jours dans les journaux agricoles, la mairie, et puis on le met également sur notre site internet aujourd'hui. Ce n'était pas forcément le cas à l'époque. Tous les candidats qui sont intéressés se manifestent. Ils ont une durée de 15 jours pour pouvoir se manifester. Et puis par la suite, quand ils sont plusieurs en concurrence sur le même bien, on peut réunir une commission locale, qui est une commission qui est consultative, qui réunit un peu les acteurs qui sont les mêmes au comité technique, mais à l'échelon local, pour avoir une vision des enjeux du territoire, des profils de la propriété, que ces gens du territoire puissent ensuite nous apporter des éléments pour que le comité technique, qui est peut-être un peu plus distant, puisqu'il est départemental, puisse avoir un retour de la vision locale des personnes du territoire. Donc vous me parlez d'un comité technique, ça sonne un peu comme un tribunal, on ne va pas se mentir. Mais je le sais, ce n'est pas tout à fait cela. Est-ce qu'on peut prendre juste 2 minutes pour expliquer justement ce que c'est exactement ce comité technique? Voilà, donc le comité technique départemental se réunit environ 6 à 7 fois par an pour donner son avis sur les dossiers qu'instruit la SAFER. Tous les dossiers que nous instruisons passent par ce comité technique qui va discuter finalement de la meilleure opportunité et du choix du candidat qui va être retenu pour acheter le bien ou le louer. En l'occurrence, là, c'était pour l'acheter. Est-ce qu'on comprenne bien? Il n'y a pas que des agriculteurs qui siègent autour de la table. Non. En fait, c'est le reflet finalement du conseil d'administration, mais au niveau du conseil d'administration de la SAFER, mais au niveau départemental. On retrouve les 3 collèges, donc les acteurs agricoles, les collectivités locales et puis les autres acteurs du territoire, notamment les associations de défense de l'environnement, le conservatoire des espaces naturels, notamment les chasseurs, etc. Donc finalement, c'est tous les acteurs du monde rural qui sont représentés là. Et c'est un peu divers et varié selon les départements, mais en gros, voilà, les syndicats professionnels agricoles, la Chambre d'agriculture, après toutes les organisations qui sont actionnaires de la SAFER, comme le Crédit Agricole, Groupama, la MSA, ces instances-là, les collectivités territoriales, en l'occurrence au département, il y a le conseil départemental, l'association des maires. On retrouve aussi dans le secteur du Puy-de-Dôme les notaires, on a même la propriété foncière, tout un tas d'organismes qui sont les acteurs du monde rural et qui vont, en fonction de leur lecture à eux et leur sensibilité, pouvoir dire, selon nous, l'orientation de ce dossier, c'est plutôt un tel qui est plus en adéquation avec la propriété, qui va mieux répondre aux enjeux et du territoire et de cette propriété. Et c'est du coup après le conseil d'administration de la SAFER qui décide, qui valide ou pas l'avis du comité? En théorie, le conseil d'administration valide tout. En l'occurrence, 13 départements en SAFER Auvergne-Rhône-Alpes, ils ne peuvent pas trancher sur tous les dossiers, c'est énormément de travail. Donc, ils délèguent finalement ce choix au comité technique départemental. Et alors les gens viennent de tout le département, c'est pas sur la localité. Vous m'avez parlé effectivement de la commission locale. Et donc j'imagine que le comité technique écoute l'avis de la commission locale? Il écoute les préconisations éventuelles de la commission locale, ce qu'elle peut lui apporter sur ce qu'elle connaît des candidats, de la propriété, des enjeux particuliers, des risques qu'il peut y avoir aussi sur telle et telle propriété. On invite systématiquement le maire aussi, donc il peut y avoir des enjeux autres qu'agricoles. Le maire de la commune. Le maire de la commune des biens concernés. Et il peut y avoir des enjeux agricoles, des risques environnementaux, des choses comme ça. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont rapportés par les gens de la commission locale auprès du comité technique pour qu'ils puissent donner l'avis le plus éclairé possible.
Et le chien dans tout ça, dans le comité technique, comment le sort du chien est géré? Parce que finalement, il n'y a pas de... On ne parle pas du chien. Pas du tout. On ne parle pas du tout du chien. Non, au niveau du comité technique, oui, on peut raconter une petite anecdote, mais non, on va décrire la propriété, on va faire donc la description aussi de chaque candidat et de chacun des projets des candidats. On va présenter un plan de situation pour qu'ils se rendent bien compte de comment c'est, des photos des bâtiments pour qu'ils se rendent compte également de toutes les caractéristiques du bien. Et ensuite, le comité technique, suivant les critères, les critères légaux de la SAFER, on va dire ses objectifs fondamentaux, va aller choisir tel ou tel candidat parce qu'il répond mieux à la fois à la propriété, mais aussi aux enjeux du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Bien sûr, il faut en tenir compte, qui classe finalement les différentes priorités en fonction du type de candidature. Voilà, si on est un jeune qui s'installe sur une propriété agricole avec un projet agricole, avec une étude économique qui va bien, on est plus prioritaire que quelqu'un qui va vouloir venir avec un projet non professionnel ou de loisirs ou autre. C'est normal, ça fait partie des règles de la SAFER. Donc là, concrètement, sur ce dossier, comment les choses se sont conclues? Qui a eu... Donc je présente la propriété, je présente les 3 candidats, leur profil, leur projet. Le comité discute un peu en fonction des différents projets. Bon, le premier projet est rapidement mis de côté. Il n'était pas... on pensait qu'il y avait mieux à faire pour le territoire. Les gens du comité ensuite ont un peu débattu entre les 2 projets parce que finalement c'était un projet d'installation, mais d'installation un peu peut-être risqué. Un peu moins viable peut-être. Voilà, et ils ont choisi la viabilité et plutôt le candidat local qui était un éleveur bovin confirmé, mais qui avait besoin aussi d'avoir un peu plus de surface pour développer son exploitation. Ils ont choisi le projet le plus viable et qui répondait peut-être le mieux à la vocation de cette propriété qui était vraiment agricole. Et il voulait utiliser aussi le bâti. Et il voulait utiliser le bâti à la fois donc, pour stocker son matériel, pour stocker du fourrage, pour abriter les bêtes qui étaient sur place. Avec tous les hectares qu'il y avait autour, il y avait besoin aussi d'un abri pour les bêtes. Et il y avait plusieurs maisons, donc il en avait rénové une également pour pouvoir abriter des stagiaires qu'il avait sur son exploitation et qui lui permettaient d'avoir aussi des logements pour les gens qui venaient l'aider, soit de manière pérenne, soit en stage sur l'exploitation. Donc un projet qui était intéressant et qui a retenu l'attention du comité. Et je ne vous cache pas aussi que moi je me disais c'était bien pour le chien. J'allais y revenir justement à Kaiser, notre fameux Kaiser, parce que finalement, l'agriculteur, dites-moi, il l'a pris avec lui? En fait, la dame m'a dit, je suis quand même un peu, la vendresse, la propriétaire, m'a dit, je suis un peu embêtée quand même avec ce chien parce que moi j'habite en appartement avec mon petit bichon. Qui fera pas long feu si j'ai le gros chien. Dans cet appartement, lui, il n'a jamais vécu ailleurs que dans cette propriété. Il a l'habitude d'être dans son territoire, de vivre là. De le mettre en appartement à Nice, c'est pas possible. Son frère lui dit moi non plus, moi je suis en activité, je peux pas, je suis dans un appartement, je peux pas gérer un tel chien qui serait malheureux. En gros, la seule solution pour eux, c'était de l'euthanasier, quoi. La SPA, et la SPA, il pourrait difficilement être adoptable. Donc effectivement, c'était au final, le risque, c'était l'euthanasie. Et en fait, l'agriculteur avait dit au moment de la visite, moi, au pire, s'il faut, le chien, ça m'arrange bien de le garder parce que je ne serai pas toujours sur place. Mon siège d'exploitation n'est pas ici. Dans l'optique, effectivement, où je reprends cette propriété, moi, ça ne me dérange absolument pas qu'il reste sur l'exploitation. Quand j'ai vu qu'en plus, il s'entendait bien, je me suis dit, tant mieux. Tout était réuni, les planètes s'alignaient, quoi. Et quand j'ai vu que c'était lui qui était retenu, je me suis dit, c'est bon, le chien, il est sauvé, il va pouvoir rester chez lui et il va finir ses jours sur la propriété. Donc, ce qui s'est passé, ce n'était pas des paroles en l'air. Après la vente de la propriété, on est passé chez le notaire. Et après la vente, je passais souvent devant cette propriété. Et ce chien, il se remarquait parce que je le voyais souvent dans les champs qui gambadait. Ce grand chien blanc, on le voyait de loin. Et je l'ai vu très longtemps encore après sur la propriété. Donc, je savais qu'on avait réussi à le sauver. Donc, une fin heureuse pour l'exploitation parce que finalement, elle retrouve aussi un second souffle. Pour Kaiser, qui lui a pu continuer à gambader et à être heureux. Ouais. Donc c'est parfait. Mais des anecdotes comme ça, j'imagine que vous en avez vécu, mais plein. Oui, des heureuses. Des heureuses.
J'imagine des malheureuses aussi, Oui. mais on va retenir surtout les heureuses. Le conseiller foncier, il me semble un rouage important en fait, d'histoire de vie dans les territoires ruraux. Vous m'avez également raconté que vous aviez rencontré un enfant, un bébé, en fait, que vous l'aviez même donné le biberon et qu'au final, vous l'aviez rencontré des années plus tard au sommet de l'élevage. Oui, parce qu'on suit les gens et on les voit assez fréquemment. Ils sont souvent candidats, on finit par bien les connaître et ils finissent par avoir bien confiance aussi. Et je suis allée chez un candidat, à un moment donné, il a eu un enfant un peu tardivement, mais je le connaissais déjà d'avant. Et je vais pour prendre sa candidature et puis sa femme n'était pas là et elle lui avait confié l'enfant qui était un nourrisson qui avait à peu près 2 mois, quelque chose comme ça, tout bébé. Et à un moment donné, il me dit « Ah bah oui, mais alors là, je suis un peu embêtée parce qu'il faut que j'aille chercher des papiers. » Et puis il a faim. Et puis il me colle le bébé dans les mains. Il me dit « Faudrait lui donner le biberon. » Bon, allons-y. Donc voilà, donner le biberon pendant que monsieur faisait sa fiche de candidature. C'était rigolo. Et effectivement, quelques années plus tard, 10 ans plus tard environ, j'étais au sommet de l'élevage. On tenait un stand sur le sommet de l'élevage, un haut lieu, et puis il venait souvent au sommet de l'élevage. Et je le vois avec son petit gars qui avait bien grandi, qui avait donc 10 ans. Et je me suis dit, ah bah tiens, le temps passe et on se côtoie toujours. Donc c'est des gens qu'on fréquente, mais avec qui on garde des liens sur la durée. Donc de vraies histoires de vie. C'est vrai. Merci beaucoup Anne-Carine. Merci à vous pour cet échange. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce 3e épisode de Terrain d'entente. Au tournage, au montage et à la réalisation, l'agence Périscope. À l'écriture, l'agence Solar et la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes. À la présentation, Marie-Cécile Seigle-Buya. Et j'adresse un énorme merci à Anne-Carine pour son témoignage et également au GAEC des Cerisiers pour l'accueil. Terrain d'entente, un podcast original de la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes.